Alors, bonjour à toutes et à tous, aussi à ceux qui ne sont pas dans la salle et qui nous regardent de loin. En fait, quand David m'a demandé de venir vous parler, il y a une semaine, je me suis demandé ce que je pourrais aborder devant vous. En fait, je voudrais essayer de vous partager mon enthousiasme de conseillère conjugale et familiale devant la richesse et la profondeur de la vision sur la famille qu'a la Fédération des familles pour la paix. Et je suis d'autant plus impressionnée qu'elle date du début des années 50 et qu'elle n'en est pas pour autant, elle n'a pas vieilli, elle est tout à fait actuelle. En fait, cette vision rejoint les études, les recherches, les découvertes de nombreux psychologues, sociologues d'aujourd'hui. Alors que Sun Myung-moon n'a jamais fait d'études ni en psychologie ni en sociologie. Alors David m'a donné un quart d'heure. C'est très peu. Du coup, je voudrais que nous nous penchions sur un seul des concepts parmi tous ceux que Sun Myung-moon a développés. L'idée que nous sommes sur la Terre pour apprendre à aimer et que la famille, c'est l'école de l'amour. Alors on dit qu'un dessin égale 1000 mots, donc je vais gagner du temps et je vais vous dessiner une famille. C'est un croquis qu'a proposé Sun Myung-moon il y a plus de 70 ans et qui n'a pas pris une ride. Alors, c'est très simple. Un homme, une femme et des enfants. Prendre un micro peut-être aussi comme ça. Ça va aller avec les autres? Oui, pas de problème. Il y a une quatrième position que sont les grands-parents. Voilà. Ça, c'est une famille avec tout un faisceau de relations qui relient tout le monde. Et dans cette famille, je dirais que l'être humain, depuis sa conception, en passant par sa naissance jusqu'à l'âge adulte, l'être humain va grandir, se développer, s'imprégner de toutes les relations qui l'entourent. C'est un peu comme un œuf. Vous savez, un œuf, il y a une coquille qui le protège, c'est comme une bulle de protection dans laquelle l'embryon va se développer jusqu'à devenir un poussin. Et quand le poussin sera prêt, il cassera la coquille. Si on casse la coquille avant qu'il soit prêt, là il y a un problème. Et il aura du mal à juste survivre. Donc je dirais que ce croquis pointe du doigt 4 points fondamentaux. Et
Et le premier, comme je disais, c'est le fait qu'au sein de sa famille, dès sa conception, l'être humain va apprendre l'amour. Se nourrir de toutes les relations qui existent, de tout ce qui s'éprouve, de tout ce qui s'échange, consciemment et inconsciemment. À sa naissance, l'enfant, il n'a pas de mots, il n'a pas de pensée, juste des sensations, des émotions. Et il va s'imprégner de tout ce qu'il va ressentir autour de lui. Et tout ça, ce qu'il va ressentir, ça sera pour lui la norme de l'amour. Il n'y a aucun point de comparaison. Ce qui fait qu'adulte, inconsciemment, il sera guidé quelque part, il sera poussé à chercher le partenaire qui lui fera revivre ses émotions de son enfance. Alors tant mieux si elles étaient nourrissantes et positives. Mais parfois, c'est plus problématique. L'enfant peut découvrir l'amour avec tout imprégné de peur ou de colère ou toutes sortes d'émotions parasites qui vont le déranger tout au long de sa vie. En tout cas, c'est ainsi que l'être humain découvre l'amour. Il le voit, il le perçoit, il le reçoit, il le ressent. Tout son être affectif, émotionnel va se structurer au contact de ces premiers objets d'amour. Dans leur relation avec lui, mais aussi dans leur relation entre eux. Si les parents donnent tout l'amour du monde à leur enfant, mais s'entre-déchirent, l'enfant boira ça aussi comme la norme de l'amour au sein d'un couple. Et il n'aura de cesse que de, inconsciemment, reproduire ce couple-là. En fait, dans mon travail, je suis amenée à voir la valeur de la famille en creux. C'est-à-dire, je vois ce qui dysfonctionne au sein des couples à cause des relations abîmées, faussées dès l'enfance, dans la famille d'origine de chacun des partenaires. Le deuxième point, c'est que dans cette école-là, le bébé va découvrir, expérimenter, cultiver l'amour sous ses 4 formes. Ce que Sun Myung Moon appelle les 4 sphères du cœur. Alors, il y a le premier amour, c'est ce que j'appellerais l'amour filial. L'amour de l'enfant pour ses parents. Le deuxième amour, c'est l'amour fraternel. Le troisième amour, c'est l'amour conjugal. Et le quatrième amour, c'est l'amour parental. Et chacun est le socle pour l'amour suivant. C'est parce que j'aime mes parents que je vais apprendre à aimer mes frères et sœurs, et non pas les combattre, que je vais apprendre l'échange et le partage. C'est parce que j'aime mes frères et sœurs que je vais me sentir plus outillé, je dirais, dans la relation que j'aurai avec mon conjoint. Parce qu'il est aussi mon frère ou ma sœur. Mais dans l'amour conjugal, il y a aussi cette dimension qui englobe la sexualité. Et puis l'amour parental, qui est un amour de don inconditionnel.
Donc je dirais que la famille, c'est le lieu où l'organe de l'amour, le cœur, se développe selon un processus extrêmement complexe. Alors si je commence à en parler, le quart d'heure, il est passé depuis longtemps. Donc c'est un processus qui prend du temps, disons, je dirais à la louche, 3 fois 7 ans. 7 ans, l'âge de raison, 14 ans, l'entrée dans l'adolescence, à partir de la puberté, et 21 ans, je dirais, l'âge de la maturité psychosexuelle. Et ce processus va permettre de passer de l'amour infantile, l'amour de l'enfant pour ses parents, pour sa fratrie, à l'amour conjugal pour son partenaire, lequel englobe, encore une fois, la sexualité. Alors, quelques mots sur la sexualité. J'en vois qui se réveillent. En fait, pendant cette période de temps, le jeune va mettre en place et faire grandir en lui tous les ingrédients nécessaires à une sexualité épanouie, qui lui ouvrira les portes à une vie de couple et plus tard de parents. Mais cette sexualité, il ne devra pas s'en servir avant d'y être prêt psychiquement. Même si elle est opérationnelle physiquement dès la puberté. C'est un peu comme le fœtus dans le ventre de sa mère. Vous savez, il doit y passer 9 mois. Et pendant ce temps, il développe un organe qui ne lui sert pas, qui ne lui servira qu'après la naissance. C'est quoi? Les poumons, exactement. Et si le bébé sort trop tôt, s'il s'en sert trop tôt, alors qu'ils ne sont pas complètement formés, il aura des problèmes respiratoires toute sa vie. Pour la croissance de la sexualité, c'est pareil. Un certain temps est nécessaire qu'on ne peut pas raccourcir. Et notre société a vraiment à découvrir ça. Parce que, je suis désolée, mais elle est complètement à côté de la plaque, en tout cas notre société occidentale, sur ce plan-là. Avant cette maturité psychique, le risque, c'est de confondre désirer et aimer, la pulsion et l'amour. Alors le troisième point, c'est la présence des grands-parents dans la famille. C'est l'ouverture sur l'intergénérationnel. La famille que nous propose la Fédération des familles, cet œuf qui va permettre aux poussins de se former, elle s'établit sur 3 générations, pas 2. Elle comprend les grands-parents qui ouvrent à l'intergénérationnel. Quand je parle de ça, en général, les couples sont surpris. Ils n'envisagent pas que les grands-parents puissent faire partie de la famille. Et en fait, les grands-parents sont la partie émergée de l'iceberg transgénérationnel. En fait, ce que vient nous dire ce croquis, c'est que nous continuons la chaîne des générations. Du coup, nous sommes liés avec elle. Vous pouvez imaginer les grands-parents, et puis les arrière-grands-parents, et les arrière-arrière-grands-parents, etc. La présence des grands-parents nous aide à prendre conscience que nous ne venons pas de nulle part. Nous ne sommes pas totalement libres. Alors ça peut surprendre, mais nous avons peut-être, sans doute, à payer des dettes du passé. Et tant qu'on n'a pas effacé l'ardoise, une loyauté invisible nous pousse à répéter
et répéter encore. Qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou pas, répéter l'événement traumatique qui s'est passé quelque part dans la lignée. C'est mystérieux, hein, c'est passionnant à la fois, c'est très réel. Et je vous invite à lire à ce sujet Aïe mes aïeux, un livre de Anne Ancelin Schoensenberger. Merci, désolée pour l'accent. Alors là encore, la Fédération des familles pointe cet aspect transgénérationnel en étudiant ce qui s'est répété dans les différentes familles de l'histoire biblique, différentes familles clés. Vous savez, Noé, Abraham, Jacob, Moïse, etc. Depuis nos premiers ancêtres jusqu'à vous et moi. Mais c'est vrai, aujourd'hui, les psychologues expliquent que je ne peux pas aimer pleinement parce que mes parents ne m'ont pas donné l'amour adéquat. Ben oui, mais mes parents, ils peuvent dire la même chose. Ils n'ont pas pu aimer pleinement parce qu'ils n'ont pas reçu cet amour véritable de leurs propres parents. Et on remonte de génération en génération jusqu'aux premiers parents que toutes les religions qu'on appelle Adam et Ève. En fait, que nous l'admettions ou non, la façon dont nous vivons, la façon dont nous aimons, est enracinée dans notre arbre généalogique. Et on peut ainsi remonter jusqu'à cette fameuse famille originelle, là, Adam et Ève, dans laquelle il se serait passé quelque chose de gravissime. On ne sait pas trop quoi, mais en tout cas, les religions appellent ça la chute de l'homme. Et c'est frappant de noter que, par exemple, un homme comme Freud, qui était tout à fait athée, il écrivait dans Totem et Tabou, c'est un livre qu'il a écrit, voilà ce qu'il écrivait. Nous postulons l'existence d'une âme collective et qu'un sentiment se transmettrait de génération en génération, se rattachant à une faute dont les hommes n'ont plus conscience ni le moindre souvenir. Et la Fédération des familles se penche sur cette question, sur ce méga secret de famille qui remonte au début de l'humanité. Et la lecture qu'elle en fait est extrêmement intéressante. Surtout quand on sait que dévoiler un secret de famille, ça permet de se libérer du sortilège qui nous emprisonnait. Donc bon, je ne vais pas vous en parler, ça serait trop long. J'ai juste mentionné donc le quatrième point qui me frappe dans ce croquis. Alors, c'est un point que je n'ai pas encore placé. Je le mettrai là, au centre de cette boule de relation. Hein, il était invisible, mais très présent. Dieu. En fait, ce dessin pointe du doigt le fait que Dieu fait partie de l'équation familiale. En tant que source de l'amour. Ça vient nous dire que le niveau ceinture noire de l'amour touche à la spiritualité. Et ça, quelle que soit la religion, islam, christianisme, confucianisme, bouddhisme. Alors parfois, je pose la question aux couples qui viennent me voir, je leur dis, mais pour vous, qu'est-ce que c'est l'amour ? Et ils me répondent, le plus souvent, ce qui revient, c'est
c'est se sentir bien ensemble. C'est être attirés l'un par l'autre. Et c'est vrai, ils ont raison. L'amour, c'est un sentiment, c'est-à-dire un ensemble de ressentis et d'émotions positives qui fait qu'on est attiré. Mais pas que. Ça rappelle les paroles de Jésus. Aimez votre ennemi. Parfois, mon meilleur ennemi, ça peut être mon conjoint, ça peut être mon enfant, ça peut être mon parent. Et mon ennemi, c'est difficile sur le moment d'avoir des sentiments pour lui. Comment aimer celui qui m'a fait du mal, ou bien qui m'a déçu, ou bien qui m'a trahi, ou bien à qui j'en veux terriblement, pour telle ou telle raison? Et là, on touche à la spiritualité. On touche à une autre dimension de l'amour. Un amour qui est plus vaste, plus profond. Cet amour-là n'est pas seulement fait de sentiments, mais de dons, de volonté aussi. Selon Sun Myung Moon, sans Dieu, dans mes pensées et dans mon cœur, c'est-à-dire sans prière, sans méditation, sans lecture de textes sacrés, quelle que soit ma religion, je n'ai pas accès à cette forme ultime de l'amour. Et pourtant, je suis destinée à l'atteindre. Je suis programmée pour le connaître. Voilà les 4 points que je voulais évoquer avec vous autour de ce concept, la famille, école de l'amour. Et du coup, je vais m'arrêter là. En plus, je crois que mon temps est fini. Mais je laisserai le mot de la fin à Sun Myung Moon. Alors, ce sont des paroles que j'ai tirées du Chansongyong, qui est un recueil de plus de 1600 pages, que vous pourrez trouver peut-être sur la table des documentations, s'il en reste. Alors, voilà ce qu'il dit. La famille, c'est l'école de l'amour la plus centrale de notre vie. L'éducation des émotions que seuls les parents peuvent fournir dote les enfants d'un cœur large et profond. C'est la pierre angulaire sur laquelle le caractère de l'enfant se bâtit. C'est aussi l'école où s'enseignent les vertus et les principes. Je vous remercie pour votre écoute. Et maintenant, peut-être que vous avez une question, une réflexion, un commentaire. Donc la parole est à vous. Oui. Répète ta question. Psychosexuel. La maturité psychosexuelle, ça rassemble la maturité physique, c'est-à-dire je suis capable de procréer dès la puberté, et la maturité psychique. Je suis capable d'aimer. Alors, bon, ça, on pourrait en dire beaucoup plus. Comment savoir? Comment savoir qu'on est prêt à consommer? J'adore la question. Et c'est une bonne question. J'ai presque envie de vous la poser, mais on n'a pas trop le temps. Mais peut-être, Hannah, tu as une idée? Il faut demander à ses parents. Ils nous connaissent le mieux. Il faut demander à ses parents parce qu'ils nous connaissent le mieux. Ce sont eux qui nous connaissent le mieux. Je dirais, il faut avoir suivi toutes les étapes qui m'amènent à l'autonomie, à savoir penser par moi-même, déjà. Ne pas faire les choses parce que mes parents me les demandent.
avoir mes propres opinions, mes propres centres d'intérêt. Bref, m'être construit de façon autonome par rapport à mes parents. En quelque sorte, avoir cassé la coquille. J'en reste là. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Tu voulais dire quelque chose, Anna? Non, d'accord. Bon. Alors, je laisse la MC prendre la suite.